En décidant de démanteler ses unités combattantes et en acceptant la destruction de son arsenal militaire, l'IRA met un terme définitif à la guerre. Elle permet surtout d'ouvrir en grand la porte du pouvoir politique aux dirigeants du Sinn Féin. L'influence électorale du mouvement républicain ne va désormais cesser de s'étendre, au nord comme au sud. Quand je suis allé en prison à 16 ans, je ne pensais pas voir mes 20 ans. Quand j'ai été libéré à 20 ans, je ne pensais pas voir mes 25 ans. Quand j'ai été libéré à 42 ans en 1998, je me suis dit « Waouh, la guerre est finie. Tu as survécu, contrairement à beaucoup de tes camarades. Ok, maintenant finissons le travail. » Et mon objectif n'a pas changé. Personnellement, je n'ai honte de rien. Je n'aurais jamais rien fait dont j'aurais pu avoir honte. On vous demande de vous excuser, de dire ceci ou cela. Je n'y crois pas. Ce qui est arrivé, on ne peut pas s'attarder sur le passé. Le problème, c'est que certaines personnes s'y accrochent. Et tant qu'elles s'y accrochent, elles font de l'avenir, elles font de la jeune génération les otages du passé. Ian Paisley, le prédicateur fanatiquement anti-catholique des années de conflit, est devenu le leader du DUP, le Parti démocratique unioniste. En 2007, contre toute attente, alors qu'il affirmait la veille encore qu'il ne siégerait jamais aux côtés des républicains à l'Assemblée, il accepte de partager le pouvoir avec le Sinn Féin. En prenant ses fonctions de Premier ministre d'Irlande du Nord, il accepte de facto que Martin McGuinness, l'ancien chef de l'IRA, devienne son vice-premier ministre. I can say to you today that I believe Northern Ireland has come to a time of peace, a time when hate will no longer rule. How good it will be to be part of a wonderful healing in this province. Ian Paisley est l'image emblématique du super protestant de choc. Au tout début, il allait dans les universités et il montrait une hostie en disant « Les catholiques appellent ce biscuit Jésus-Christ ». Voilà un homme qui refusait toute discussion. Un homme qui incarnait tout ce qui empêchait les deux camps de se réconcilier. Et pourtant, à la fin de sa vie, il a accepté de former un gouvernement avec ceux qu'il appelait ses ennemis. Il y a deux théories. La première est qu'il voulait avoir été Premier ministre avant de quitter ce monde. Et il a réussi. Car à l'époque, Martin McGuinness et lui étaient considérés comme les co-dirigeants du pays. La seconde est qu'il allait mourir. Cet homme regardait la mort en face. A-t-il eu une révélation, comme saint Paul sur le chemin de Damas? S'est-il demandé ce qu'il avait fait de sa vie? Quel serait son héritage? Ian Paisley et moi avons établi une relation de travail constructive. En fait, nous avons noué une solide amitié. Lors de l'une de nos premières conversations, mémorable, il m'a dit, et je le cite à la lettre, « Martin, nous pouvons gouverner nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin que les Anglais viennent nous dire quoi faire. » Pour moi, c'était déjà un terrain d'entente. Et cette déclaration laissait également transparaître un soupçon de républicanisme. Même si Ian a toujours été loyal à la reine Élisabeth. Ian Paisley, avec son sens politique, s'est sûrement dit que puisqu'il fallait partager le pouvoir, autant le faire avec le sourire. Son caractère le lui permettait, mais il l'a payé très cher.
En l'espace d'un an, il a perdu la direction de son parti, ainsi que celle de son Église, dont il était le chef de file depuis qu'il l'avait fondée. Oh, I wonder why people hate me, because I'm such a nice man. Avec Paisley, le courant est passé. Mais ce n'est toujours pas le cas avec d'autres leaders unionistes. Quand ce jour arrivera, on entrera dans un processus plus dynamique, irréversible. Je suis convaincu que les progrès sont irréversibles, mais ils se font à un rythme péniblement lent. Paisley représentait les unionistes de base, la majorité. Je ne parle pas des irréductibles, des opposants systématiques, mais juste des gens ordinaires qui veulent vivre en paix, qui se réjouissent de la fin de la guerre et qui savent que c'est le prix à payer. Pour moi, ils sont en avance sur leurs dirigeants. There's been a shooting outside a British army base in Northern Ireland, at Massereen. According to the Ministry of Defence, 2 soldiers were killed and several people wounded when shots were fired from a passing car. But it comes within days of a warning by the chief police officer in Northern Ireland that there was a high risk of violence by dissident Republicans who opposed the political process. The people who are carrying out these activities are people with no support whatsoever within the community. They are small, minuscule, unrepresentative groupings. The peace process will not fail because there is far, far too much support for it on this island. They are traitors to the island of Ireland. They have betrayed the political desires, hopes and aspirations of all of the people who live on this island. And they don't deserve to be supported by anyone. Les dissidents reprochaient à Martin McGuinness d'avoir accepté d'être le vice-premier ministre d'un gouvernement décentralisé, ici, à Belfast, et responsable devant la couronne et le Parlement britannique. Vous êtes payé par Sa Majesté la Reine, et votre gouvernement tire son autorité de Westminster, le Parlement britannique. Il est très important de souligner, pour tout le monde, qu'il était hors de question de rester en retrait et de ne pas condamner énergiquement ceux qui emploieraient la violence pour renverser le gouvernement du peuple irlandais. Tout le peuple irlandais, pas uniquement les républicains ou les nationalistes, mais tous les gens qui ont voté en faveur des accords de paix. J'ai toujours été très conscient qu'un vice-premier ministre se doit d'être le vice-premier ministre de l'ensemble de la population. La paix impose que la vérité et la justice soient rendues aux victimes de toutes les violences. Si les républicains ont accepté de participer aux investigations, Londres refuse d'ouvrir ses archives et invoque à chaque fois la raison d'État. La première enquête à aboutir est celle concernant le massacre du Bloody Sunday. Il aura fallu 12 ans pour que Londres, par la voix de son tout nouveau Premier ministre, reconnaisse que les 14 civils tués par l'armée anglaise à Derry en janvier 1972 étaient bel et bien innocents. Order. Statement the Prime Minister. Mr. Speaker, today the Secretary of State for Northern Ireland is publishing the report of the Savile Inquiry, the tribunal set up by the previous government to investigate the tragic events of the 30th of January 1972, a day more commonly known as Bloody Sunday. Mr. Speaker, I am deeply patriotic. I never want to believe anything bad about our country. I never want to call into question the behaviour of our soldiers and our army, who I believe to be the finest in the world. Yeah. And I've seen for myself the very difficult and dangerous circumstances in which we ask our soldiers to serve. But the conclusion... Martin, do you trust Lord Savile? Well, I'm always cautious about people within the British judicial system, and I suppose
all of these families are too. The whole of the people of Derry have had very bad experiences. Lord Savile concludes that the soldiers of the support company who went into the Bogside did so as a result of an order which should not have been given by their commander. He finds that on balance, the first shot in the vicinity of the march was fired by the British Army. He finds that none of the casualties shot by the soldiers of support company was armed with a firearm. He finds that there was some firing by Republican paramilitaries, but none of this firing provided any justification for the shooting of civilian casualties. Mr. Speaker, the conclusions of this report are absolutely clear. There is no doubt, there is nothing equivocal, there are no ambiguities. What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. It was wrong. Everybody here knows what happened on Bloody Sunday, and everybody here always knew what happened on Bloody Sunday. And what Savile did was to confirm that in very, very clear terms. And I appreciate the fact that the British Prime Minister apologised for what occurred. Michael Bradley, innocent. Patrick Campbell, innocent. Peggy Deary, innocent. Daniel Gillespie. Les familles des victimes ont encore beaucoup de rancœur. Pour obtenir des excuses ou la reconnaissance de l'innocence de ses proches, il faut se battre durant des années. Les familles du Bloody Sunday en sont la preuve. À la fin des années 80, mon père travaillait sur des affaires dont très peu d'avocats acceptaient de s'occuper. Il représentait des gens des deux camps accusés de crimes terroristes. Mais il est surtout connu pour avoir représenté Bobby Sands au début des années 80, ainsi que des prisonniers détenus dans les H-blocs à l'époque, et les familles de personnes qui déclaraient que la police avait l'ordre de tirer pour tuer. Dans les mois qui ont précédé sa disparition, il a reçu des menaces de mort. The Prime Minister. With permission, I'd like to make a statement on Sir Desmond de Silva's report into the nature and the extent of state collusion in the murder of Patrick Finucane. Mr. Speaker, the murder of Patrick Finucane in his home in North Belfast on Sunday the 12th of February 1989 was an appalling crime. On était ici, dans cette maison, dans cette pièce. C'était un dimanche soir. On était tous les 5, il devait être 7 heures. On était à table quand on a entendu un gros bruit qui venait de la porte d'entrée. Tout s'est passé très vite. 2 hommes ont fait irruption dans la cuisine. Ils ont tiré 14 fois sur mon père, 1 fois sur ma mère. Mon père est mort sur le coup. We should be in no doubt that this report makes extremely difficult reading. It sets out the extent of collusion in areas such as identifying, targeting and murdering Mr. Finucane, supplying a weapon and facilitating its later disappearance, and deliberately obstructing subsequent investigations. The report also answers questions about how high up the collusion went, including the role of ministers at the time. Nous sommes toujours persuadés que de nombreux éléments concernant la mort de mon père sont délibérément dissimulés. Nous pensons également qu'à l'époque de son assassinat, il existait une série de preuves qui remontaient clairement jusqu'à Downing Street. Là encore, elles ont été délibérément occultées. La mort de mon père est emblématique de bien des assassinats. Le meurtre de Pat Finucane n'est pas un simple meurtre. C'est l'illustration d'une politique qui a tué beaucoup de gens. There was state collusion in this murder. Now, this itself was a shocking conclusion, and I apologise to the family on behalf of the British government when I met them last year. Je crois que le temps des excuses ne doit venir que lorsque tout le monde sait exactement de quoi on s'excuse.
Nous entrons dans une période de paix, même si celle-ci est très fragile. Mais pour moi, notre incapacité à affronter le passé déstabilise le présent. Les gens ne se sentent pas forcément concernés par le processus de paix quand ils n'ont plus leurs proches à leur côté. Car non seulement ils ont perdu des êtres chers ou des amis, mais ils n'ont toujours pas de réponse. Ils ne peuvent pas aller de l'avant tant qu'ils ne savent pas toute la vérité. Le problème, c'est que les deux camps ignorent ce qui s'est passé exactement. Qu'il s'agisse d'actions menées par l'IRA, par les loyalistes, par le gouvernement britannique ou par le gouvernement irlandais. Affronter le passé permettrait au respect et à la tolérance de s'enraciner.